Hi everyone, I'm Daniela, and this is the Translation Podcast, a space where we can learn, share, and grow together. Please subscribe and like the show. It will help me grow and keep this content for the community. Let's get started. Bonjour à tous, je m'appelle Daniela Bunoica et je suis traductrice roumaine assermentée et interprète de conférences vivant à Londres. Bienvenue à mon podcast ou balado de traduction. Si c'est la première fois que vous m'écoutez, je vous invite à vous abonner. J'ai le plaisir d'enregistrer ce deuxième épisode de mon nouveau format en français pour la communauté francophone. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter Sylvie Lemieux. Sylvie est traductrice, réviseure et formatrice au Québec, Canada. Titulaire d'un doctorat en interprétation ainsi qu'une formation universitaire en traduction et en terminologie, elle s'intéresse aux liens entre sémantique, cognition et pratique de la révision. Elle accompagne les langagiers et langagières dans le développement d'un jugement rigoureux et nuancé, notamment face à l'intégration croissante des outils d'aide à la traduction et de l'intelligence artificielle. Avant tout, Sylvie, bienvenue à mon podcast. Merci beaucoup pour avoir accepté mon invitation. Merci beaucoup, Daniela, de m'avoir invitée. C'est un plaisir et un grand honneur. Je veux te demander premièrement, tu as une formation en neurosciences et en interprétation. Qu'est-ce qui t'a poussé à explorer le fonctionnement du cerveau chez les traducteurs? Eh bien, en fait, c'est un concours de circonstances parce que ce que j'aurais aimé, c'est d'être, comme toi, une interprète. Mais à l'époque, j'élevais ma petite famille. C'était l'étape où j'avais les enfants à la maison. Et on se ramène aux années 80-90. Donc, pas de Zoom, Internet commençait à peine. Et je ne me voyais pas laisser ma petite famille pour aller interpréter à différents endroits. C'était pas une mobilité qui était possible à l'époque. Alors, j'ai trouvé un beau détour qui m'a été offert par la vie, c'est de faire un doctorat sur l'interprétation simultanée. Donc, je n'ai jamais pratiqué l'interprétation simultanée, à la différence de toi, mais j'ai étudié la cognition chez les interprètes. Alors, c'est ce détour-là que la vie m'a fait faire. Super, c'est un très beau détour. Oui, absolument. Je voulais te demander, en termes simples, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau quand on interprète simultanément? En termes très simples, c'est qu'on met un casque d'écoute et on interprète. C'est la vision la plus simple que je peux te donner. La vision un petit peu plus compliquée, on met un casque d'écoute quand on est un interprète chevronné. En fait, l'interprète qui est à l'université ou qui sort de l'université, le premier réflexe qu'il a, c'est de mettre les deux écouteurs sur ses oreilles pour recevoir ne rien manquer, aucune information. Tu as dû passer par là, toi aussi. Mais quand l'interprète a à peu près 2 ou 3 ans d'expérience, d'après ce que je peux voir, en termes simples, il met encore son casque d'écoute, mais il s'est rendu compte, ou elle s'est rendu compte, qu'il fallait garder un écouteur sur une oreille et se monitorer, enlever le deuxième écouteur et se monitorer pour bien écouter ce qui sort de sa bouche correspond à ce qu'on comprend. Alors ça, c'est ce qui se passe en termes simples. En termes un petit peu plus compliqués, les résultats que j'ai obtenus de ma thèse de doctorat, c'est que c'est un petit peu plus compliqué que ça. C'est qu'il faut commencer avec une oreille et monitorer avec l'autre oreille. Puis quand on est fatigué, on fait le contraire. On met l'écouteur sur cette oreille-là, puis on monitore avec l'autre. Alors, c'est ça que j'ai établi avec ma recherche.
Il y a une dynamique qui se passe. Alors au début, tous les interprètes ne connaissent pas tous les domaines dans lesquels ils doivent interpréter. Vous devez étudier généralement 1 heure, 2 heures, 3 heures avant de pouvoir aller en cabine. Alors, la première chose que vous faites, autrement dit, vous faites plus du mot à mot en attendant de bien comprendre ce que le conférencier, la conférencière veut dire. Et en mettant avec ça, en utilisant toutes les connaissances que vous avez acquises 2 ou 3 heures, pendant les 2 ou 3 heures d'études. Puis quand vous avez une idée assez claire de ce que le conférencier ou la conférencière veut dire, vous tombez comme en mode créativité. Vous créez un autre dans la langue source, dans la langue d'arrivée, vous créez un autre texte. Vous n'êtes pas en train d'interpréter, vous êtes en train de créer. Et ça, c'est beaucoup moins fatigant pour... Alors, c'est ça. Alors, on a vu le degré 5 d'écoute, le degré un petit peu plus compliqué. On met un écouteur sur une oreille, on dégage l'autre oreille. Et encore plus compliqué, on change d'oreille pour se reposer l'esprit, pour pouvoir travailler plus longtemps. D'accord, c'est très intéressant. Et qu'est-ce qui se passe en interprétation consécutive, par contre? En interprétation consécutive, c'est plus près de ce que j'appelle la traduction à vue. Moi, j'ai travaillé pendant 12 ans, j'ai pas fait d'interprétation, mais j'ai travaillé beaucoup avec la dictée, donc avec un support papier. La traduction consécutive, et je sais pour avoir assisté à un atelier sur la traduction consécutive, c'est très différent. Il faut avoir premièrement ses propres abréviations personnelles. Et je pense qu'il n'y a pas 2 interprètes qui travaillent en consécutif qui ont les mêmes abréviations pour dire telle chose. Et eux, à mon avis, je ne l'ai pas étudié la traduction consécutive, mais je crois que ce qu'ils font, c'est beaucoup plus la créativité. Ils se mettent des mots-clés et ils créent un texte dans la langue d'arrivée. Beaucoup plus que peut-être en traduction simultanée. Oui, et je pense que chaque interprète a son propre style. Pour moi, personnellement, l'interprétation consécutive est un peu plus difficile pour mon cerveau. Parfois, j'ai la tendance à interpréter simultanément. Peut-être c'est par rapport à ma formation d'interprète simultané. Mais oui, ça dépend. Il y a des interprètes qui ont une mémoire exceptionnelle et qui peuvent seulement prendre quelques notes ou écrire quelques symboles, retenir un texte presque parfaitement. Il y en a d'autres comme moi qui doivent prendre des notes et après ils peuvent redire le discours. Plus que redire, je dirais recréer. C'est vraiment un acte de création parce qu'il y a pas juste les mots, mais il y a tout le contexte culturel. Il y a toute la situation qu'il faut adapter parce que tu as dû être dans des situations parfois que tu devais traduire d'une culture à l'autre aussi. C'est pas juste une question de langue. Donc, il y a vraiment il y a tout un savoir-faire. Puis je voudrais revenir sur un mélange là qui se fait. La raison pour laquelle ça t'arrive, c'est que c'est pas les mêmes mémoires qui travaillent. Vous avez en simultané, d'après ce que je comprends là, tu pourras me valider, tu as moins à faire en simultané, tu as moins besoin d'utiliser ta mémoire à long terme. Parce que tu suis t'as quand même déjà étudié, là, t'as déjà acquis les connaissances quelques heures auparavant d'entrer en cabine, mais tu as moins besoin d'aller chercher dans ta mémoire à long terme. Tu es plus dans ta mémoire de travail. Alors que dans la difficulté que tu as, c'est que justement la traduction consécutive demande plus de recourir à la mémoire à long terme. Donc, si tu passes de un à l'autre, peut-être dans la même journée, là, je ne sais pas si ça peut être arrivé,
Ça doit arriver des fois que, ah, pourriez-vous venir faire de la consécutive dans un congrès, puis après ça, hop, faut que tu retournes en cabine. C'est pas évident, c'est pas les mêmes mécanismes tout à fait. Puis c'est tout à fait normal que tu éprouves cette difficulté. Ah, c'est excellent. Bah, j'ai pas pensé à ça. C'est très intéressant. Sylvie, on en a parlé de ce qui se passe dans le cerveau pour les traducteurs aussi, parce qu'il y a des traducteurs qui nous écoutent. Et on a parlé des méthodes traditionnelles de traduction, mais aussi de post-édition, qui est un type de traduction très populaire en ce moment. Est-ce que tu pourrais nous en parler de ce qui se passe dans le cerveau pendant la post-édition? Oui, en fait, la post-édition est on travaille avec une sortie machine et, pardon. J'en ai fait beaucoup de post-édition. Ces dernières années, j'ai travaillé à titre d'employé pour des cabinets de traduction. À titre d'employé, j'étais obligée d'accepter évidemment le travail que mon employeur me donnait. J'ai vu ces dernières années, au début, il n'y avait pas tellement de post-édition, mais les dernières années où j'ai travaillé en cabinet, il y avait énormément de post-édition. Et j'ai remarqué, et j'en ai parlé, on reçoit, comment je pourrais dire, on travaille dans un environnement qui peut être Trados, ça peut être MemoQ, ça peut être Phrase, qui est la nouvelle application européenne justement qui gagne en popularité dans notre domaine. Et là, on a des segments post-édités qui nous sont proposés. Alors là, on a une charge mentale accrue, je parle pour le traducteur, parce que le traducteur doit traiter la langue source, un segment en langue cible qui lui est imposé sous forme de segment post-édité et sa propre traduction. Alors que normalement, auparavant, on n'avait que la langue source et la langue cible. Là, on se retrouve avec 3 choses à gérer. Souvent, la post-édition n'est pas... là, ça s'améliore. J'ai travaillé entre autres avec WordScope, que je trouve qui fait vraiment un travail fantastique au point de vue post-édition. Mais dans les cabinets, dans les gouvernements, ils n'ont pas des aussi bons outils de post-édition. Alors là, souvent, les acronymes, au début, dans les segments post-édités, sont traduits d'une façon, puis un petit peu plus bas d'une autre façon, puis d'une autre façon. Alors ça, c'est une autre charge inutile parce que c'est dû à le manque d'efficacité de ces systèmes-là. Mais c'est en train de s'améliorer. Alors ça va être réglé. La dernière chose que je vois, puis ça, je trouve ça inquiétant, c'est que la post-édition, toujours pour les traducteurs, parce que c'est vraiment utilisé qu'en traduction et pas en interprétation, on s'entend bien, là, c'est que ça réduit la capacité de réflexion du traducteur ou de la traductrice. Et ça, c'est inquiétant parce que d'après une étude, on m'a dit que d'ici quelques années, dans un avenir très prochain, 80% de la traduction sera sous forme de post-édition et 20% sous forme de traduction premium. Ce qu'on appelle traduction premium, c'est la traduction traditionnelle. Alors, les traducteurs qui vont travailler qu'en post-édition vont perdre une partie de leur capacité de réflexion. Parce que quand on a un segment post-édité, on cherche pas plus loin. Le cerveau est paresseux d'une certaine façon. Il va aller au plus facile. Un autre exemple de post-édition que tout le monde connaît, c'est une sortie de ChatGPT. De plus en plus de clients nous arrivent et nous disent « Ah, Sylvie, regarde, j'ai sorti ça, mon ChatGPT m'a donné ça. Est-ce que tu pourrais me le réviser? » Encore là, il n'y a pas la capacité de réflexion n'est pas activée. Encore là, pour moi, c'était pas grave, là, puisque j'ai eu le temps pendant ma carrière de développer
comme beaucoup de mes collègues, tous les mécanismes nécessaires à la traduction. Ma mémoire de travail dans 2 langues est bien 2 langues parce que je suis pas comme en Europe, j'aimerais ça pouvoir traduire dans 3-4 langues, là. Je me limite à l'anglais et le français, mais c'est bien huilé, ça fonctionne bien. Alors, quand je travaille sur un texte post-édité, ça m'agace au pire. C'est pas grave, là, en soi. Je perds pas ma capacité de réflexion. J'ai juste hâte de tomber sur une traduction qui va me permettre de travailler avec tout ce que je peux donner de meilleur à la traduction. Ce qui est inquiétant, c'est la nouvelle génération, ceux qui sont actuellement à l'université, qui vont apprendre dès la première année, semble-t-il. C'est des rumeurs, là, j'ai pas vérifié, mais ce qui s'en vient sans doute, qu'ils vont apprendre à post-éditer. Ils développeront pas leur capacité de réflexion en traduction. Et pire que ça va développer sans doute une dépendance. Un peu comme les jeux vidéo. Ils vont toujours être habitués à aller voir leur Google Translate, leur ChatGPT. Ils n'auront pas le réflexe de penser à une traduction et après d'aller valider si c'est correct ou ne pas le valider, tout simplement parce qu'ils vont avoir confiance dans leurs moyens. Pour moi, pour beaucoup de traducteurs plus chevronnés, ChatGPT, c'est un outil qui nous aide. C'est un compagnon de travail. C'est pas lui qui fait le travail, puis c'est moi, après ça, qui passe en arrière. C'est ça que je trouve très, très inquiétant. Et on sait que, justement, ça va arriver, que la post-édition va gagner de plus en plus en importance pour des raisons économiques. Les entreprises vont vouloir économiser de plus en plus et vont se dire qu'ils vont faire des profits, ils vont augmenter les profits dans la perspective du capitalisme. Les actionnaires doivent évidemment gagner plus d'argent et c'est correct comme système parce que il faut que les entreprises fassent de l'argent. Il y a d'autres façons aussi, là. Qu'est-ce que je voulais dire aussi pour la post-édition? Ah oui, la post-édition aussi a été pour les pigistes, ce que vous appelez en Europe les freelances, là, les freelancers. Nous, on dit les pigistes au Québec. Ça a été vraiment catastrophique pour leurs revenus. Alors, comme j'ai expliqué tout à l'heure, c'est une charge cognitive qui est... Mais on leur impose un tarif réduit de moitié. Alors, ils doivent travailler aussi longtemps que s'ils faisaient de la traduction à partir de 0 pour un salaire qui est coupé, pour un revenu 2 fois moindre. Alors, beaucoup, pour cette raison-là, je pense que c'est le même phénomène en Europe, se sont réorientés. On a perdu d'excellents traducteurs qui ont refusé de s'engager dans cette voie-là, mais qui avaient besoin de gagner des sous. Alors, ils se sont réorientés dans d'autres domaines. Alors, ça je trouve que c'est aussi catastrophique. Et voilà pourquoi nous proposons d'ici le 17 mars, j'en profite pour l'annoncer puisque tu m'ouvres la porte, nous allons proposer un programme de repositionnement de la traduction, un programme de formation pour aider les traducteurs à se repositionner. C'est une collaboration entre l'Union européenne et le Canada. C'est le programme de Ingrid Lebouler de formation qu'elle adresse aux traducteurs en France, que nous canadianisons, Patrice Dussault et moi, et que nous allons offrir au Canada dans quelques semaines pour amener les traducteurs à bien cerner les clients directs et attirer des entreprises de l'Union européenne vers le Canada. Alors, les traducteurs vont continuer à faire de la traduction, vont faire de la localisation, de la transcréation, mais également, ils vont ajouter à ça des compétences de consultants culturels pour aider les entreprises de l'Union européenne à bien s'implanter au Canada. Et je pense que le moment est extrêmement bien choisi, compte tenu, premièrement, nous, de nos relations avec notre voisin du Sud, qui se sont gravement détériorées, et en Europe aussi, on cherche des façons de trouver des débouchés économiques autres qu'aux États-Unis. Et nos deux cultures, la France et le Canada,
c'est pas le Québec, en tout cas le francophone, c'est pas les mêmes cultures, mais c'est deux cultures qui sont très compatibles. Et nous allons étendre, nous commençons par le français et nous allons étendre progressivement cette formation-là au Canada anglais pour attirer des entreprises de l'Union européenne qui font déjà des affaires en anglais. Ça peut être les entreprises allemandes. En Allemagne, on fait beaucoup d'affaires en anglais. Les Pays-Bas, je pense les pays, le Danemark, les pays scandinaves, ils font beaucoup d'affaires en anglais. Donc, ils sont déjà prêts à s'en venir au Canada parce qu'ils sont très, très à l'aise avec l'anglais, mais ils ont besoin d'accompagnement pour bien s'intégrer dans notre milieu. D'accord, c'est un très bon moment pour ce type de relations économiques, mais aussi c'est un bon marché pour les traducteurs. C'est vrai qu'en Europe, le marché est oui, anglophone, francophone et hispanophone en prépondérance. Alors il y a un très, très grand intérêt là, je suis sûre. Oui, j'ai noté beaucoup de choses. J'ai remarqué le même manque de cohérence contextuelle de l'intelligence artificielle en traduction médicale parce que je fais mon doctorat en ce moment en traduction médicale à l'aide des modèles de et il y a évidemment ce manque de cohérence. Le choix des termes n'est pas cohérent du tout. Sur des textes de taille très, très réduite, c'est intéressant. Une autre chose intéressante que j'essaye de faire, c'est de comparer si l'intelligence artificielle utilise des processus de traduction un peu similaires aux traducteurs humains, au-delà des choix statistiquement, disons, valables de cette structure de traduction quasi automatique. Mais pour le moment, j'ai pas trouvé une évidence que cela existe. Alors, Ben, ça existe. Ça existe. Si tu veux travailler, justement, demain, je donne une formation à un groupe de traducteurs, de réviseurs, mais de la révision comparative, là, anglais-français. Il y a le modèle, il faut travailler avec la structure profonde, justement, pour obtenir des meilleurs résultats. Ce que je te conseillerais, en tout cas, on pourra s'en parler hors caméra là, pour pas rentrer trop dans le technique avec les gens, mais il y a le modèle de Kinch et Van Dyck en psychologie cognitive que j'ai utilisé pour l'algorithme de Turner et Green aussi, que j'ai utilisé et j'ai remarqué, ça c'était dans les années 80, et j'ai vérifié pour voir est-ce qu'on l'utilisait encore, l'algorithme de Turner et Green. Oui, on l'utilise justement dans l'étude du vieillissement et des maladies neurodégénératives chez les personnes vieillissantes, comme l'Alzheimer. Alors, pour vérifier la perte du langage, parce que l'Alzheimer, ça s'attaque, bon, évidemment, à différentes fonctions cognitives, mais le langage, à un moment donné, devient de plus en plus succinct là, à mesure que la maladie progresse. Alors, on utilise ce modèle. Donc, c'est un modèle qui était, comment je pourrais dire, qui est fondé sur des données du fonctionnement du cerveau et qui est utilisé aussi en marketing. Alors, c'est ça. Si tu veux, tu pourras le regarder. Peut-être que ça pourrait t'aider à mieux contextualiser. Et moi, je vais l'enseigner demain à un groupe de réviseurs parce qu'ils ont exactement la même difficulté. Ils veulent vérifier rapidement parce que les clients sont toujours plus pressés, ne veulent pas trop payer. En utilisant ce modèle-là, on peut rapidement vérifier dans la structure profonde du texte à réviser les faux sens, les contresens, les omissions, les ajouts aussi, parce que on peut, en révision, quand on traduit, on peut ajouter des informations qui ne sont pas du tout dans le texte de départ. Alors, tout ça, ça peut se faire en 4 ou 5 minutes, là. Alors, c'est très performant. Et on peut le faire pour différents types de langues parce qu'on travaille avec
la structure profonde et on est plus près du caractère universel des langues. On n'a plus de grammaire, on n'a plus de lexique, on travaille avec la grammaire de cas de Fillmore. D'origine roumaine, je crois que vous avez des cas dans votre langue, dans ta langue, là, nominatif, datif. Alors, tu sais ce dont je vais parler. Alors, justement, on tombe dans cette, comment je pourrais dire, dans beaucoup de langues modernes, les cas n'apparaissent plus. C'est juste la grammaire, mais les cas ont complètement disparu de la structure de surface. On n'a plus, comme en roumain, ou moi j'ai fait du latin, c'est là que j'ai appris les cas, j'ai fait de l'allemand, les cas sont encore très vivants. Mais ça, c'est très proche de la structure universelle. C'est pour ça que quand on analyse, on a des résultats beaucoup plus intéressants que quand on s'en tient au lexique, à la grammaire, aux structures de surface, qui sont plus... c'est très important, là, c'est extrêmement important, mais quand on traduit, quand on interprète, on part de quelque chose de plus profond, plus fondamental. Alors, tu l'as déjà dans ta boîte à outils, là, de par ta langue maternelle, cette façon de penser-là. Oui, tout à fait, parce que l'intelligence artificielle est aussi une autre manière de penser. Il faut comparer les deux systèmes de cognition. Ça, c'est très intéressant. Je voulais te poser une question, Sylvie. Je suis curieuse de la qualité de la post-édition entre le français et l'anglais. Et je te pose cette question parce que pour des langues de niche comme le roumain, c'est impossible, disons, en ce moment. Même les travaux de post-édition sont presque non existants. Ah non? Oui, c'est assez compliqué de traduire vers le roumain, peut-être moins compliqué de traduire depuis le roumain. Je voulais demander quelle est la qualité de la post-édition en ce moment pour cette combinaison de langues, mais aussi quand les clients viennent, ils nous approchent et ils nous demandent de baisser nos prix, quoi que ce soit des clients ou des agences de traduction. Comment est-ce qu'on peut leur expliquer la grande différence que font les traducteurs humains? La grande différence, en fait, moi j'ai renoncé un petit peu à expliquer parce que je ne sais pas vous comment est-ce que c'est. Quand j'ai commencé à travailler, tu vois, dans les années 80, 90, début 2000, je travaillais pour des cabinets de traduction qui appartenaient à des traducteurs. Aujourd'hui, après ça, progressivement, ces cabinets de traduction-là ont été achetés par des gens d'affaires. Au cas, des gens qui ne sont pas du tout des langagiers. Donc, eux, c'est très difficile de leur expliquer ça parce que ils n'ont pas... bon, il y a ce problème-là, parce que c'est pas des langagiers. Ils ont des actionnaires à qui ils doivent rendre compte et qui sont préoccupés plus par les profits que par la qualité de la langue. Ça, c'est un problème. Ça veut pas dire qu'ils vont faire n'importe quoi, mais c'est très difficile de leur expliquer. Moi, en tout cas, j'ai renoncé à leur expliquer et j'ai renoncé à faire de la post-édition pour l'instant. Au Canada, là, je parle. Je sais que c'est possible, mais dans les conditions où c'est des gens qui ne sont pas des langagiers, qui nous imposent des sorties machines qui ne sont pas de qualité suffisante, je refuse de faire de la post-édition. Je vais faire de la post-édition si je travaille dans un environnement comme WordScope, où, oui, j'ai des segments post-édités, mais il y a ChatGPT qui est intégré. J'ai pas besoin de sortir de WordScope pour aller interroger ChatGPT. En travaillant avec différents moteurs de recherche comme DeepL, je suis capable de sortir des segments post-édités avec la terminologie que je mets à jour directement. Mon segment post-édité est mis à jour avec la terminologie. Tu parles des problèmes que tu as à uniformiser ta terminologie médicale, même dans de courts extraits.
Si tu travailles avec WordScope, tu alimentes, évidemment, tu as un lexique à alimenter là, dans ton domaine, et tu sélectionnes DeepL, qui va te sortir un segment post-édité, mais avec l'équivalent que toi, tu as choisi, que tu privilégies en médical. Alors, tu te retrouveras pas avec 10 segments plus bas avec un autre, que DeepL va t'avoir proposé un autre équivalent. DeepL sait que dans l'environnement WordScope, c'est toi qui es la patronne, c'est toi qui lui dis quelle terminologie tu veux utiliser. Dans ces environnements-là, j'ai aucun problème à utiliser la post-édition. L'autre problème qu'on a, pour revenir à la post-édition, c'est ce qu'on appelle la hype. Tu as sûrement dû entendre ça, c'est la publicité exagérée qui est faite autour la post-édition, des outils d'aide à la TAO, là. C'est que les gens d'affaires à qui appartiennent les cabinets de traduction s'en vont dans des congrès où qui sont généralement des congrès. Nous, on parle beaucoup des GAFA, Google, Amazon, Facebook, Microsoft, en tout cas les grands, là. Et dans ces congrès-là, on présente aux gens d'affaires à qui appartiennent ces entreprises-là des outils, mais les gens d'affaires ne sont pas des langagiers. Alors, et Google, lui, a intérêt à vendre son Google Translate ou Microsoft, il y a une publicité, et Google, les GAFA ont un pouvoir de publicité, un budget de publicité extraordinairement plus élevé que tout ce qu'on pourrait avoir, nous. Alors, tu as des gens donc qui veulent prendre une décision d'affaires, qui n'ont pas les connaissances nécessaires pour juger de la qualité. Et de l'autre côté, tu as les GAFA qui ont un pouvoir énorme. Alors ça, c'est une autre chose. Les propriétaires de ces cabinets-là reviennent au Canada, de ces congrès-là, avec très, très fiers d'avoir été là et puis d'avoir entendu tout ça. Alors, c'est très difficile de nous arriver comme traducteurs puis dire, moi, j'ai l'expertise, puis c'est déjà tout fait, là, ils ont déjà tout pris les décisions, et les clients sont très contents, qui ne sont pas plus engagés que les propriétaires de ces cabinets-là, sont très contents, ont l'impression que c'est merveilleux. Cette information-là, je la tiens à mon balado. Un de mes invités était un employé de Mila. Mila, c'est le centre de recherche en intelligence artificielle créé par Yoshua Bengio à l'Université de Montréal. On aurait bien voulu avoir Yoshua Bengio au balado autour du traducteur, mais là, faut pas rêver. On a eu un de ses employés qui était très gentil. Et c'est ça qu'il nous a expliqué. Tout le côté de la hype, parce que lui, il travaille pour ce Milan. Et lui, justement, constamment, il n'est pas d'accord avec ça, mais constamment, il est l'objet de pression pour justement mousser exagérément la publicité sur certaines de ces applications-là. Alors, c'est pour ça que moi, je suis d'accord avec la post-édition, mais à cause des enjeux économiques actuels et de ceux qui ont l'argent, puis que je vois pas le moment où ça va arriver, je pense qu'il faut penser à se réorienter ou à utiliser des outils comme WordScope qui semblent mieux adaptés. Je ne sais pas si ça répond à la question. Oui, ça répond à la question. Merci beaucoup. Je voulais te demander, Sylvie, peut-on faire confiance à ces systèmes automatiques de traduction dans des domaines sensibles comme le médical ou le juridique? Encore là, c'est la même réponse que tout à l'heure. Si on est dans un environnement comme celui de WordScope, il y en a sûrement d'autres aussi, là. Oui, je te dirais que oui. D'abord, parce que c'est en plein contrôle de la terminologie que tu veux mettre et que tu es capable de la mettre à jour au fur et à mesure de tes besoins. Donc, pour cette raison-là. Et deuxièmement, le côté confidentialité,
de WordScope, entre autres. C'est très important aussi là, de protéger la confidentialité. Mais dans des systèmes utilisés par les grandes boîtes, pour l'instant, je crois pas. Mais j'ai pas la prétention de savoir tout ce qui se passe dans toutes les grandes entreprises de traduction non plus, mais j'en ai vu assez pour voir les tendances qui se dégageaient. Oui, tout à fait. Je pense que de plus en plus d'outils de traduction automatique ont déjà incorporé ChatGPT, d'autres API de la traduction automatique dans un environnement qui est assez sécurisé. Je suis d'accord aussi que les grandes entreprises de traduction ont leur propre système, non? Ils essayent d'entraîner leur modèle de langage. On ne sait pas ce qu'ils utilisent en tant que modèle de langage. C'est pas toujours transparent. Mais je pense que les grandes boîtes ont cette responsabilité de faire ces données publiques. Mais ce n'est pas conseillé du tout à utiliser des données personnelles dans ChatGPT par exemple. Non, absolument Dans pas. n'importe quel autre outil, si vous nous écoutez, s'il vous plaît, ne le faites pas parce que ça ne garantit pas la confidentialité des... On en a parlé aussi lors de notre discussion préliminaire, Sylvie, de l'expression ADN augmenté. Vois-tu l'intelligence artificielle comme une extension de nos capacités intellectuelles et qu'est-ce que ça veut dire, ADN augmenté? Pour répondre à la première partie de la question, c'est une extension des capacités intellectuelles. Et, artificielle bien utilisée, c'est comme une bibliothèque, dans le fond. Avant l'arrivée de l'intelligence artificielle, quand on était à l'université, on passait des heures à la bibliothèque. On avait accès à des centaines, à des milliers de livres. Ben, c'est un peu la même chose avec l'intelligence artificielle. Utilisée, là, et non pas mal utilisée comme on vient de l'évoquer. Donc, c'est vraiment une extension de nos capacités intellectuelles. Mais il faut pas perdre de vue que d'une part, oui, l'intelligence artificielle peut faire des choses beaucoup plus rapidement que nous. On peut reprendre la comparaison d'une voiture, l'automobile. Elle va beaucoup plus vite que l'être humain. On ne pourra jamais atteindre les vitesses de la voiture. La même chose pour l'intelligence artificielle. Elle peut calculer les résultats beaucoup plus rapidement. Puis ça, 24 heures sur 24, 365 jours par année. Ça, c'est sûr. Par contre, l'intelligence artificielle, elle se nourrit de ce que nous lui donnons. Donc, d'une certaine façon, l'être humain est toujours en avant de l'intelligence artificielle. D'une certaine façon, parce qu'on n'aura jamais la rapidité, mais on aura toujours la créativité, les émotions. Il faut pas oublier que les recherches en neurosciences évoluent extrêmement rapidement. Moi, je suis ça là, de plus près. Je crois qu'il va falloir que je mette en place une veille scientifique à une fréquence de 3 mois ou aux 6 mois, tellement que ça évolue vite. Puis avec l'intelligence générative, ça va évoluer encore plus vite. Et il faut pas oublier que le langage, ce n'est pas juste des mots. C'est une expression de la pensée. La pensée, il y a une partie de la pensée qui va au-delà des mots. Il y a plein de choses qu'on ne pourra jamais enseigner à une machine. Juste le fait d'avoir été un petit enfant, d'avoir dépendu de nos parents, d'avoir été élevé, d'avoir eu des camarades de classe, des cousins, des cousines et tout ça. Il y a un apprentissage qu'on pourra, à mon avis, jamais faire faire. On pourra peut-être amener l'intelligence artificielle à copier les comportements que nous présentons, mais jamais l'intelligence artificielle ne pourra ressentir ce qui dépasse les mots, là. Il y a des choses il n'y a pas de mots pour le dire, on dit. Alors,
C'est une extension d'une certaine façon, à l'instar de la bibliothèque. C'est la comparaison, l'analogie la plus proche, mais c'est pas tout à fait pareil non plus, là. Mais l'intelligence artificielle ne pourra jamais, à mon avis, avoir des émotions, sentir, pourra donner l'impression de. ADN augmenté, je me rappelle plus, on avait parlé de ça, ADN augmenté. Ben, c'est sans doute que c'est l'augmentation des capacités intellectuelles. C'est ça, je pense que je me rappelle d'avoir vu cette expression-là. On l'entend beaucoup, là. Augmenter, je pense que c'est un calque de l'anglais augmented ou quelque chose que je me souviens plus. Mais effectivement, c'est nos capacités, toutes nos capacités là, qui sont prennent plus d'ampleur grâce à l'intelligence artificielle. Hi there, it's Daniela. I'm just jumping in for a moment to remind you to subscribe and like the Translation Podcast. Your support helps more people discover the show and keeps this content available for our community. Now, let's get back to the episode. Changeons un peu de sujet. Je suis vraiment intéressée de savoir ce qui se passe au Canada. Je pense que nos écouteurs francophones le sont aussi. Le Canada est un pays bilingue avec une réalité démographique particulière. Est-ce que cela influence la manière dont les technologies linguistiques sont développées ou adoptées aujourd'hui? En fait, on est un pays bilingue. Depuis les années 70, une loi qui, au fédéral, protège, qui oblige, en fait, qui reconnaît deux langues officielles, l'anglais et le français. On a une réalité démographique particulière qui va avec ça, c'est qu'il y a une partie des francophones qui sont regroupés, la majeure partie des francophones sont au Québec et le restant de la population anglophone, le restant de la population est anglophone et se retrouve réparti entre les autres provinces. Donc, c'est assez particulier. On a aussi une population hors Québec, francophone hors Québec. Donc, on a des groupes de francophones dans différentes provinces, notamment au Nouveau-Brunswick, où on parle, je crois que le français est aussi considéré comme une langue officielle au Nouveau-Brunswick, à l'instar de l'anglais. Et nous avons au Québec une autre loi qui fait du français la langue officielle du travail et qui oblige les entreprises, c'est d'ailleurs pour ça qu'on peut mettre en place le programme de formation, de repositionnement des traducteurs dont j'ai parlé tout à l'heure, parce que les entreprises qui viennent s'installer au Québec, les employés doivent travailler en français. Ils sont obligés, sans quoi il y a des inspecteurs de l'Office de la langue française qui passent. Je ne sais pas comment c'est organisé, mais je sais qu'il faut que si jamais une entreprise est trouvée, je veux dire, coupable, ne respecte pas là, la réglementation, elle risque de payer des amendes. C'est pour ça que nous, on va aider les gens qui vont venir s'installer au Québec pour pas qu'ils se retrouvent dans une situation fâcheuse d'avoir été bien informés. La première chose que les entreprises qui vont venir travailler au Québec devront obtenir, c'est un certificat de francisation. Ils ont un certain délai, mais ils doivent prouver au gouvernement du Québec qu'ils travaillent bien en français. Donc, c'est ça, ce qui n'existe pas, à ma connaissance, à l'extérieur du Québec. Le Québec, on se considère comme une société distincte, en tout cas différente, parce qu'on est considéré comme un des deux peuples fondateurs du Canada. Mais il ne faut pas oublier que, en fait, le Canada, en fait, on appartenait à la France. Il y a bien quelques centaines d'années, les Français ont perdu le Canada francophone et c'est devenu, on s'est retrouvé entre les mains des anglophones, mais on a réussi à protéger notre langue par toutes sortes de mécanismes, la religion,
On avait des très, très grosses familles de 10, 12 enfants, donc ce qu'on n'a plus maintenant, là. Mais c'est comme ça qu'on a réussi à survivre et à garder notre langue. Donc, on est très fiers de notre langue. On a mis en place des mécanismes de protection, de réglementation au Québec qui n'existent pas à l'extérieur. Alors, c'est sûr que ça influence les technologies linguistiques. On a mis en place ce qu'on appelle maintenant la vitrine linguistique. L'Office de la langue française a mis en place une banque de terminologie. Il y en existe une au fédéral qui s'appelle Termium, que la plupart des gens connaissent, qui est très, très bien faite aussi. Mais le Québec en a fait une aussi dans l'esprit de protéger la langue. Alors que Termium, c'est plus dans l'esprit de répertorier ce qui se dit en anglais et en français. Alors, il y a des mécanismes comme ça. Donc, c'est sûr que c'est un petit peu plus compliqué de traduire au Québec parce qu'il faut aller vérifier ce qu'il y a dans Termium, il faut aller vérifier ce qu'il y a, ce que l'Office de la langue française dit, mais c'est comme ça. Alors, on remarque aussi qu'on a mis en place, on a créé, c'est au Québec que Antidote a été créé, qui est un logiciel de correction qui s'adressait à l'époque au début aux maisons d'édition, mais qui est très prisé des traducteurs et qui est même exigé maintenant par beaucoup de clients qui veulent avoir de la qualité. Il faut absolument utiliser Antidote. Antidote est connu en Europe, mais n'est pas obligatoire. La difficulté qu'on a, nous, j'ai travaillé quelques temps chez Lion Bridge et j'avais beaucoup, à titre de réviseur, et je révisais beaucoup de traducteurs français qui venaient traduire, c'est tellement facile maintenant avec Internet, donc ils venaient traduire des textes canadiens. Et on avait du mal à leur faire comprendre. Pourtant, on le marquait, il faut que vous passiez Antidote. Puis on leur disait, Antidote, vous pouvez vous le procurer à Paris, à telle place et tout ça. Mais c'était très, très difficile. On voyait que souvent, ils n'en tenaient pas compte. Alors, on avait cette difficulté-là parce que il y a un Antidote répertorie aussi beaucoup de termes qui sont canadiens, d'usage en français canadien, mais c'est pas le même registre de langue en France. Alors, juste le mot que nous utilisons, vous et moi, podcast, et nous, freelancer là, ou un pigiste qui utiliserait podcast, ça serait tout de suite. On va parler de newsletter. Nous, on a créé le mot infolettre, qui veut dire la même chose. Alors, on avait donc des pigistes français qui écrivaient des newsletters, des podcasts, plein de choses comme ça. Et s'ils avaient utilisé Antidote, des fautes qui, ça leur aurait permis de vérifier la qualité là, de ces traducteurs-là. Ça leur aurait permis d'avoir des meilleurs résultats là, chez Lion Bridge. Alors, il y avait des fautes, mais c'était difficile. Donc, oui, on a des technologies linguistiques. Très intéressant et oui, le franglais, même en France, je pense que il, il est très rencontré en ce moment. De plus en plus, des mots anglophones existent dans le français, beaucoup plus qu'il il y a 30 ans ou 20 ans quand j'étudiais le français. C'est très intéressant de voir quel est le chemin la langue française prend en France. Et c'est beaucoup plus anglicisé. Initiative pour la francophonie, on va enchaîner avec une question sur cela. Pourquoi est-il crucial aujourd'hui de renforcer les réseaux francophones au Québec? Pourquoi il faut? Ben, parce que pour nous, je ne sais pas si c'est dans le même esprit, là, je vais répondre comme je pense, mais tu pourras me dire si ça te convient ou si c'est ça que tu veux dire.
c'est un petit peu parce que le français, ici au Québec, c'est une valeur identitaire. Est-ce que ça pourrait expliquer, est-ce que c'est ça que tu voulais savoir pourquoi est-ce qu'on réseaute plus? Oui, c'est ça, c'est parce pour nous, c'est une valeur identitaire, partie de notre identité, à la différence de la France ou de la francophonie, là, Suisse, Belgique. Mais je pense que la France, c'est vraiment très différent. Ils n'ont pas cette impression-là que c'est une valeur identitaire. Ils sont pas conscients que leur langue est menacée parce que je pense que il y a deux facteurs. C'est historiquement, les Français ont colonisé beaucoup de pays, donc ils se sentent peut-être protégés, peut-être un relent de la colonisation. Puis aussi que ça fait bien parler anglais. Alors que nous, insérer trop de mots anglais dans notre français, on sent qu'on est dans une mer d'anglophones. Notre poids démographique est là, mais il n'est pas si fort que ça. Donc, c'est très important qu'on renforce nos liens avec d'autres communautés francophones. D'abord, les communautés francophones hors Québec, qui sont au Nouveau-Brunswick, en Ontario, dans les provinces de l'Ouest et en Colombie-Britannique. Donc, on renforce ces liens-là et avec d'autres communautés francophones de par le monde. Est-ce qu'il y a des communautés francophones aux États-Unis avec lesquelles vous avez des liens? Oui, il y a la Nouvelle-Orléans, mais c'est tout à fait, comment je pourrais dire, ils ont gardé un certain français parce que, en fait, encore là, c'est historique. On a pardon, au Nouveau-Brunswick, il y a eu ce qu'on appelle le grand dérangement. Ça remonte à 200 ou 300 ans. Je me rappelle plus exactement les dates. Mais il y a beaucoup de francophones qui vivaient au Nouveau-Brunswick qui ont été exilés en Nouvelle-Orléans par les Anglais à l'époque. Alors, il y a des communautés francophones en Nouvelle-Orléans qui sont encore bien implantées, mais leur français reste. Mais ils parlent encore français. À part ça, on a beaucoup comment je pourrais dire, il y a eu beaucoup de francophones qui se sont installés dans le nord des États-Unis, mais peu à peu qui ont perdu leur langue, la langue française. Au début, ce que j'ai compris, c'est que les francophones s'installaient aux États-Unis, créaient des petites communautés à l'intérieur des grandes villes américaines, mais que quand ils voulaient monter dans la hiérarchie sociale, ils devaient apprendre l'anglais. Petit à petit, ils ont oublié le français pour mieux s'adapter à améliorer leur niveau de vie. On ne peut pas leur reprocher. Donc, s'ils voulaient aller dans l'armée, il fallait qu'ils parlent anglais. S'ils voulaient aller à l'université, il fallait que ça se fasse en anglais. Peu à peu, l'anglais des francophones qui se sont installés, le français a disparu, qui a été remplacé par l'anglais. Alors, il y a beaucoup aux États-Unis, beaucoup d'anglophones qui ont des noms francophones, mais c'était leurs grands-parents qui parlaient français, puis ça s'est perdu. Je vois. C'est très intéressant. Quelles compétences un jeune traducteur devrait-il absolument développer aujourd'hui? Des compétences. C'est la plus grosse lacune dont on prend conscience actuellement, parce que dans la formation des traducteurs, parce que les traducteurs ont été formés jusqu'à tout récemment comme des exécutants qui, avec leur diplôme et leur expérience, pouvaient offrir leurs services à des grands cabinets, à des grandes agences de traduction, à des gouvernements. Aujourd'hui, ça ne fonctionne plus parce que les gouvernements, d'ailleurs, je vais avoir Matthew Ball, qui est le vice-président du Bureau de la traduction, qui va être invité bientôt. Ben, je l'ai invité, là. J'attends juste son retour il a accepté, c'est juste qu'on n'a pas fixé encore de date.
Maintenant, la post-édition au bureau de la traduction va prendre de plus en plus de place. Donc, les traducteurs qui ont fait 3 ans d'université, ce que nous on appelle le baccalauréat, que vous appelez la licence, maintenant ne peuvent plus dire, ben moi je vais me faire engager par le bureau de la traduction, parce que on va leur offrir un poste de post-éditeur. C'est sans doute ce que Mathieu Ball va nous confirmer quand il va venir autour du traducteur. Donc, c'est pas des compétences qui vont l'aider, le traducteur qui a mis 3 ans à se former. Comme je l'ai dit tout à l'heure, sa capacité de réflexion ne sera pas mise à contribution parce qu'il va être, il va être dans un environnement qui ne sera pas propice à la réflexion. Alors moi, ce que je recommande pour répondre à ta question, et j'espère qu'un jour les programmes de traduction vont suivre, c'est de mettre en place un volet formation en entrepreneuriat. C'est pour commercial, mais comment devenir un entrepreneur. Ça existe déjà dans d'autres professions, notamment chez les avocats. Nous, on appelle ça faire le barreau, là. Ils ont un volet entrepreneuriat pour partir leur propre cabinet d'avocats. Ça existe déjà chez les pharmaciens qui qui créent leur propre pharmacie. Ça existe chez les médecins ici au Canada qui créent leur propre clinique, mais ça n'existe pas chez les traducteurs. Alors, moi-même, j'ai été prise là-dedans, j'ai créé ma Tradinter et je n'avais aucune connaissance en entrepreneuriat. J'avais d'excellentes connaissances dans d'autres domaines, outils et tout ça, mais je n'avais tout ce qui touchait la comptabilité, parce que moi, je me suis incorporée, je me suis constituée en société de personnes. Alors ça, c'est quelque chose que le jeune traducteur doit se demander. Est-ce que je vais me constituer en société de personnes, incorporée? Est-ce que je vais m'enregistrer, ENRG, là? Est-ce que je vais rester plutôt solopreneur? Avant ça, on parlait de travailleur autonome, maintenant on parle de solopreneur. Donc, je vais offrir mes services, mais je vais rester tout seul. Alors, c'est des questions qui devraient être abordées dans le cadre d'un cours à l'université, même plus que d'un cours. Ensuite, toute la fiscalité qui va avec ça, si je suis constituée en société, le rapport d'impôt ne sera pas le même que si je suis enregistrée ou si je suis d'impôt, mon personnel et celui d'entreprise. Alors, c'est tout ça là, qu'il faut débattre. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, encore là, c'est de chercher des clients directs. Mais les clients directs, ce qu'on nous a appris, parce qu'on n'a pas développé ce côté-là, moi, j'ai déjà été biologiste dans une vie antérieure. Et puis là, je vais faire la traduction en biologie. Est-ce que ça veut dire que ça va fonctionner? Pas nécessairement. Ou bien quelqu'un qui a travaillé dans le domaine automobile. Moi, j'étais, je sais pas, vendeur d'automobile, puis là, j'aimais ça, les langues, puis je me suis en allée. Moi, je connais les voitures à essence parfaitement bien. Or, on sait que les voitures à essence sont appelées à disparaître. Alors, je dirais à cet entrepreneur-là, va-t'en pas là-dedans, là, tu comprends? Alors, donc, il faut que les jeunes traducteurs et les jeunes traductrices puissent reconnaître les secteurs en plein essor, et ça en faisant un lien avec le PIB du pays. Alors, c'est vers ça qu'on va les amener dans le programme dont je te parlais. C'est de voir, premièrement, ceux qui vont s'inscrire au programme, c'est de voir les secteurs d'activité qui sont compatibles avec leurs intérêts, ça, il faut pas se le cacher, mais aussi qui sont en plein essor économiquement. Et ça peut changer vite. Donc, il faut vraiment donner aux traducteurs et aux traductrices les outils pour pouvoir développer leur secteur d'activité, où ils vont s'en aller. Et après ça, c'est pas terminé. Comment établir un contact avec... C'est beau de dire, bon, mais je m'en vais, je sais pas moi, dans le domaine des éoliennes, parce que c'est l'avenir. C'est pas sûr non plus.
mais disons que c'est les éoliennes. Qu'est-ce que le traducteur ou la traductrice va faire? Comment vais-je faire pour trouver la personne à qui je vais m'adresser pour lui faire comprendre qu'elle a besoin de mes services? Parce que l'enjeu n'est plus de montrer qu'on a des diplômes. L'enjeu est de démontrer à notre client éventuel qu'on va l'amener à régler un gros problème pour lui ou pour elle. Mais là, il faut établir ce contact. Montrer dans la formation qu'on va leur donner. Alors, il faut savoir que il ne faut pas nécessairement s'adresser au directeur de marketing ni au gestionnaire de projet dans l'espoir d'aller chercher des contrats, parce que ces gens-là sont, comment je pourrais dire, ont un certain un objectif financier à atteindre. Le directeur de marketing doit faire tant de ventes et le 31 décembre, nous ici souvent à la fin de l'année. Alors, 31. Le directeur du marketing doit avoir prouvé au conseil d'administration, au PDG de l'entreprise où il relève, qu'il a atteint son objectif financier. Si le directeur de marketing est convaincu qu'il va atteindre son objectif financier sans faire plus d'efforts, vous aurez beau en tant que traducteur essayer de lui prouver que vous allez lui faire encore plus. Il ne sera pas nécessairement intéressé parce que lui, il atteint son objectif. La même chose pour les gestionnaires de projet avec qui les traducteurs sont en contact direct dans les entreprises. Ce n'est pas les gens qui vont prendre des décisions, c'est des gens qui ont des objectifs à atteindre. Encore là, le 31 décembre, prouver au conseil d'administration, au PDG, au vice-président qu'ils ont atteint l'objectif. Donc, c'est ça qu'il faut vraiment amener les jeunes traducteurs, les jeunes traductrices à réfléchir sur cet aspect-là et à trouver des façons d'arriver à cerner. Alors, nous, ce qu'on va proposer, c'est qu'on va proposer dans le cadre du programme aux jeunes traducteurs et aux jeunes traductrices et à ceux qui sont plus chevronnés mais qui veulent se repositionner, de se concentrer sur les entreprises de moyenne entreprise. Les PME, pardon. Les moyennes entreprises. Je pense que vous avez une autre façon, là, les TPE, les PME, tout ça. Nous autres, au Québec, on dit, on a les jeunes pousses, là, les start-up. On dit les jeunes pousses ici au Québec. Alors, les jeunes pousses ou les start-up, on n'ira pas offrir nos services aux start-up parce que elles n'ont pas les moyens de se payer encore les services de traducteurs. On n'ira pas non plus offrir nos services aux grosses entreprises multinationales parce qu'elles ont déjà des ententes avec les gros cabinets, les grosses agences de traduction. Donc, nous, en tant que solopreneurs, elles ne seront pas intéressées. Alors, on va se concentrer sur les entreprises, les PME, les entreprises de taille moyenne, disons, de taille moyenne, des secteurs d'activité qui sont en plein essor et on va trouver la personne à qui adresser faire valoir notre valeur en tant que langagier. Notre valeur, c'est d'augmenter la visibilité de cette entreprise de taille moyenne-là, de l'aider à augmenter ses revenus pour elle-même et pour ses actionnaires. Alors, c'est ça là, on va montrer. Alors, on va montrer cela en faisant valoir que la création d'un site web bien localisé, c'est un atout pour renforcer sa visibilité et augmenter ses revenus, les revenus de l'entreprise. Un traducteur repositionné qui connaît bien les procédures, parce que nous, on a encore des douanes ici. On n'a plus de douane. Fait que, puis là, je te parlais tout à l'heure de la loi sur la protection du français au Québec. Si elle n'est pas respectée, il y a des amendes. Alors, nous, en tant que consultants culturels, on va aider ces entreprises-là à se familiariser avec les procédures douanières, justement pour éviter des amendes, les exigences de la réglementation du français, donc les aider
à faire augmenter leurs revenus. C'est ça qu'on va ajouter comme valeur pour ces entreprises-là. Alors, c'est ça. Puis les startups, ben on va les surveiller du coin de l'œil. Il y en a qui vont réussir à passer à l'étape d'entreprise de grosseur intermédiaire. Eh bien, c'est sûr que quand elles seront plus développées, on ira les voir aussi, non? On va être intéressés. Alors, c'est ça. L'entrepreneuriat. Super. C'est un- c'est très pertinent. On en a besoin. Mais merci. On a Mais c'est pas toujours- juste moi, là. Daniela, hein, c'est pas juste ma réflexion. Là, moi, je suis la courroie de... Parce qu'il y a plein de gens en arrière qui pensent la même chose. Et c'est ça, c'est la force du podcast. C'est de rassembler les gens qui pensent comme ça, là. Oui, tout à fait, tout à fait. J'en parle avec tous mes invités de ces compétences entrepreneuriales sont très importantes pour l'avenir du traducteur, pour savoir comment se positionner, comment faire ce réseautage, comment convaincre les clients de travailler avec nous. Pourquoi faut-il dépenser de l'argent encore pour la traduction humaine? C'est très important. Je voulais te demander, est-ce que tu penses que l'intelligence artificielle va uniformiser les langues à long terme? Je ne crois pas du tout. Il va y avoir comme tu disais si bien tout à l'heure, qu'en France, on remarque qu'il y a de plus en plus d'expressions anglaises, même des tournures syntaxiques anglaises. Ça, c'est sûr, ça fait partie de la dynamique de l'évolution des langues. Mais il y aura toujours des langues différentes parce qu'il y a tellement de variétés dans les contextes culturels qu'il y a certaines langues, tu dois savoir, toi qui parles roumain, anglais, français, tu dois avoir remarqué qu'il y a des mots en roumain qui décrivent des réalités qu'aucun mot en anglais n'est capable de décrire, et la même chose en français. Il n'y a aucune langue qui peut avoir la prétention de couvrir tout. Donc, il y aura toujours différentes langues, mais quel va être l'avenir? Avec l'intelligence artificielle, la question se pose. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses que ça va uniformiser? Non, je ne pense pas. On en a parlé des comportements et des comportements, on parlait de notre manière de communiquer. Je pense qu'à un moment donné, il y aura un changement, c'est comme une aversion à l'intelligence artificielle. On a déjà commencé avec le contenu visuel. Par exemple, sur YouTube, quand on voit un contenu qui est fait avec créé avec l'intelligence artificielle, notre cerveau le rejette. Et je pense que ça va arriver aussi avec ce type de contenu qui est soit créé par l'intelligence artificielle, soit traduit. Je pense qu'on va on va le repérer beaucoup plus facilement. Et je pense que aussi les entreprises qui, en ce moment, relisent surtout sur la traduction automatique pour sauver des coûts, ils vont souffrir beaucoup à long terme en ce qui concerne leurs revenus, mais aussi par rapport à la manière dont les clients les perçoivent. Et, non, je pense que ça va être très différent de ce qu'on est en train de survivre en ce moment. Il faut seulement passer, disons, cette période et voir ce qu'il y a derrière. Mais tu parles d'une aversion pour les illustrations créées par l'intelligence artificielle parce que notre cerveau se rend compte que c'est... Alors, ça crée, au lieu d'avoir une émotion positive, ça crée l'émotion inverse. Oui, C'est intéressant, oui, intéressant.
Il y a beaucoup, et j'ai donné cet exemple dans un autre épisode, mais il y a de plus en plus, je ne sais pas si c'est une, J'ai pas entendu parler de ça encore ici. quelque OK. chose spécifique à l'Europe où on a beaucoup de pubs, de promotions venues de Chine, par exemple, pour des produits sur YouTube. Oui, on achète, je ne sais pas, des vêtements ou quoi que ce soit. Mais le contenu, il est créé avec l'intelligence artificielle. Hmm. La vidéo, euh, euh, tous les mots qu'on utilise, même l'audio et tout ça. Et on se rend compte immédiatement que c'est du faux, c'est de l'artificiel et on le rejette. Il y a des vidéos en ce moment qui sont créées par l'intelligence artificielle avec des belles vues, mais on se rend compte immédiatement. Je ne sais pas si peut-être au Canada c'est plus filtré, C'est mais pas, je vais en parler autour de moi parce que c'est la première fois que j'entends parler de ça. J'en parlais à Patrice Dussault avec qui je vais donner et à Ingrid Leboulaire. Ils sont peut-être au fait de ce phénomène-là, oui. Parce que tu vois, on veut faire important parce que tu vois, on veut faire la promotion de notre programme. Donc, puis c'est drôle parce que je suis en train de me rendre compte que Patrice et moi, on veut faire une promotion. On va être dans la même pièce. On veut faire la promotion ensemble pour montrer on est vraiment connectés. On n'est pas à un bout du Canada puis l'autre à l'autre bout du Canada, là, et qu'on baigne dans la culture québécoise. Alors, notre premier réflexe, ça a été, on va se rencontrer quelque part, puis mon mari va nous filmer. OK, là, je commence à comprendre. OK, donc ça a beaucoup plus d'impact qu'une vidéo léchée, superbe. Je comprends. oui, et je pense qu'en ce moment sur les réseaux médias, il y a, comment dire, il y a vraiment un appétit pour tout ce qui est contenu véridique, authentique. Tout ce qui est contenu présentiel, qui n'est ni même pas enregistré. Parce que les humains ressentent vraiment en ce moment le besoin de connexion, de communication, d'authenticité. Alors moi, je pense que c'est ça ce qui va se passer, qu'à un moment donné, on aura une certaine aversion de tout ce qui est digital, technique, même si on a cette tendance à utiliser tout ce qui est nouveau. Je pense qu'à un moment donné, notre cerveau va être complètement surchargé de tout ça et on va le rejeter. Et je pense que ça va aussi transparaître dans tout ce qui est traduction, parce qu'en ce moment, on voit déjà, peut-être je le vois différemment parce que je vois les traductions du roumain vers d'autres langues qui sont catastrophiques avec l'intelligence artificielle, mais on le voit partout sur par exemple des magasins en ligne. Et qui veut acheter des produits qui ont une mauvaise description sur le site? Je pense que ça va créer l'effet inverse. Et peut-être c'est juste une petite période où les gens utilisent l'intelligence artificielle soit pour la traduction ou pour d'autres tâches administratives ou pour la création du contenu. Je pense que déjà on voit que les gens ne veulent pas recevoir ce type de contenu. Même il y Donc, a s'ils cette veulent petite blague sur LinkedIn. Faites attention à ce que vous mettez sur le réseau. Ne mettez pas du contenu qui est créé par ChatGPT parce qu'on se rend compte tout de suite. OK. Ah, intéressant. Oh, mais j'aime ça. Ça me plaît. D'ailleurs, il semble-t-il que, puis ça, je trouvais ça inquiétant. Tu parles que les gens vont avoir une aversion pour le numérique. Il semblerait qu'il y aurait une baisse du quotient intellectuel d'après une étude chez la toute jeune génération parce qu'ils se sont fait mettre entre les mains dès qu'ils étaient tout petits une tablette. Donc, ils sont plus habitués à faire des efforts de réflexion. Puis à l'école, c'est la même chose, le téléphone et tout ça. Et depuis l'année dernière, les téléphones sont interdits dans les écoles secondaires. Je ne sais pas si en Europe c'est déjà commencé, vous aussi?
Oui, oui. Je ne parlais pas du numérique en général, je parlais du contenu qui est créé avec l'intelligence artificielle. OK, OK. Ah, Oui. c'est vraiment intéressant. On va voir, peut-être, dans quelques années. Dans 2 années, on va se rencontrer pour voir qu'est-ce que Qu'est-ce euh, qu'il y en est? Oui, les effectivement. chercheurs disent à cet aspect, concernant cet aspect, parce que je pense qu'ils ont déjà commencé. Il y a beaucoup d'études à cet égard. Et Sylvie, je vais te poser une dernière question. Euh, Mhm. Assez compliqué selon moi, si tu devais résumer en une phrase l'avenir du langage à l'ère de l'intelligence artificielle, disons dans les prochains 5 ans, que dirais-tu? Le langage, on s'entend que c'est la capacité, selon Ferdinand Saussure, ou bien c'est les langues, tu veux dire langage au sens de langue? Non, disons Saussure, parce que j'aime bien Saussure, Ferdinand faire. Saussure? Oui, 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 j'aime bien OK. Saussure. Et je pense que Euh, nos écouteurs vont vont raisonner. vont faire le lien avec Saussure. OK. Moi, ce que je pense, c'est que avec ce que tu viens de dire, c'est que le langage n'est pas va continuer va toujours être là parce que en fait euh, le langage c'est une capacité innée qui est dans le cerveau du bébé. Alors c'est génétiquement on est programmé avec le langage Chomsky dans les années 50 parlait justement de la structure qui existe dans le cerveau du bébé à la naissance mais qui se concrétise différemment en fonction de l'environnement selon que le bébé est en Chine ou en France ou en Roumanie. Alors le langage se développe différemment et on le voyait d'ailleurs dans le cas des enfants, ça c'était très triste, non, mais ça prouvait que le langage euh, des enfants qui étaient abandonnés, là, il y a eu des cas d'enfants abandonnés qui n'avaient jamais développé le langage parce qu'ils n'avaient aucun contact avec la société mais ça n'empêche pas qu'ils avaient la capacité était là. Alors, le langage, c'est une capacité innée et qui s'active qui est activée par le milieu. Alors, le langage va toujours être activé. On est fait comme ça, alors ça disparaîtra jamais. Ça va juste évoluer. Tout à fait, je suis d'accord. Je pensais aussi à l'impact des outils numériques de plus en plus avancés. Bien sûr, maintenant à l'âge de l'intelligence artificielle, du fait que les enfants et les jeunes, comme tu as dit tout à l'heure, ils passent beaucoup plus de temps sur leur ordinateur ou sur leur portable en ce moment. Et aussi la communication interpersonnelle, c'est intéressant comment elle va évoluer. Peut-être c'est aux chercheurs de publier des articles pendant les prochaines années Ben, pour en voir fait, comment ça va la évoluer. grosse difficulté des communications interpersonnelles chez les jeunes qui sont justement en contact avec avec l'intelligence artificielle et beaucoup d'outils, c'est que ils ont de la difficulté à communiquer autrement que par téléphone. Alors c'est pour ça que il va falloir ramener les choses, rétablir revenir à l'équilibre, à un autre équilibre. Oui, tout à fait. Je vois de plus en plus de parents proches de moi qui essayent de ne pas laisser leur enfant utiliser, disons, les outils numériques ou leur portable pour trop longtemps. Je pense que ça a changé de nouveau ces derniers 2 ans. Je ne Ah sais ben pas c'est une bonne nouvelle. si de nouveau c'est une question relative à cette, disons, ce que j'appelle l'aversion à l'intelligence artificielle ou peut-être la nécessité de passer un peu plus de temps à l'extérieur et non pas à l'intérieur des enfants. Voilà. Super. Sylvie, je te remercie infiniment
de ta présence aujourd'hui. On a parlé de beaucoup de choses qui sont très proches de mon cœur, des sujets linguistiques. On en a parlé aussi de tout ce qui est réalité en ce moment. Je te remercie pour tout ce dont tu nous as parlé. Je vous invite aussi à suivre Sylvie et son balado autour du traducteur. On va mettre les liens et tous les liens professionnels de Sylvie dans la description de la vidéo. Et voilà, Sylvie, je te remercie encore une fois infiniment de ton temps aujourd'hui. Je voulais dire ce matin, mais c'est déjà l'après-midi. Oui, merci beaucoup pour l'invitation. Et puis, on va se revoir au balado autour du traducteur. Tu vas venir nous parler, Daniela. Oh, merci beaucoup pour l'invitation. J'ai hâte de t'avoir avec nous. À bientôt. À bientôt. Hi there! If you listened until the end and you liked this episode, as well as my other content, if it sparked new ideas or curiosity about certain aspects, I would kindly ask you to support me with a small donation in form of a monthly subscription on Patreon. You will get exclusive content to all my episodes, exclusive access to ask questions to my next guests, as well as influencing the themes of the next episodes. See you on Patreon.